And to this day, it stands out in my mind. The shooter, Gary Plauché, says, if it had been your child, you would have done the same thing too. 16 mars 1984. Gary Plauché a tiré et tué le ravisseur de son fils à l'aéroport de Baton Rouge, en Louisiane, alors qu'une équipe de télévision était en train de filmer. L'histoire est très complexe et extrêmement sombre, mais avant d'entrer dans les détails, voici 5 fois où des parents ont vengé le meurtre de leurs enfants devant une caméra. Numéro 5. LM1. Le 18 avril 2008, à Culiacán, Sinaloa, au Mexique, des assassins d'un cartel mexicain ont tendu une embuscade et tué Atanasio Torres Acosta, 20 ans, fils du célèbre baron de la drogue du cartel de Sinaloa, LM1. Après la mort de son fils, LM1 n'a plus qu'un seul but, se venger. Le 28 février 1958, LM1 est né à Cosala, dans l'état de Sinaloa au Mexique et partage des liens familiaux avec Javier Torres Félix, connu sous le nom de LJT. LJT entretenait une amitié et un partenariat étroit avec Ismael Zambada, une figure importante de la hiérarchie du cartel de Sinaloa. Il est évident que LM1 a grandi dans un environnement entouré d'armes à feu et de stupéfiants en raison de cette association. Cependant, à mesure qu'il grandissait, il a fini par entrer lui-même dans les rangs du cartel de Sinaloa. Au cours des années 1990, LM1 a gravi les échelons du cartel, mais son courage a été mis à l'épreuve lorsque son frère, Javier, a été arrêté par les autorités mexicaines. Le 27 janvier 2004, Javier a été appréhendé dans sa résidence de San Miguel, puis extradé vers les États-Unis où il a été inculpé de trafic de drogue. En l'absence de son frère, LM1 s'est vu confier une responsabilité essentielle, superviser le transport de la cocaïne d'Amérique du Sud vers les États mexicains de Chiapas et d'Oaxaca. Ce rôle, d'une importance capitale, lui a permis d'asseoir sa position au sein du cartel. Il a même collaboré étroitement avec le fils d'El Chapo, Ovidio Guzmán López, renforçant ainsi son pouvoir au sein de l'organisation. Néanmoins, cette proéminence a également fait de lui une cible de choix pour les grands rivaux du cartel de Sinaloa, l'organisation Beltrán Leiva, également connue sous le nom de BLO. Ses adversaires ont pris la responsabilité de transformer LM1 d'un trafiquant de drogue typique en un personnage impitoyable et meurtrier. Comment ? En tuant son fils pendant la guerre de la drogue entre BLO et Sinaloa. Le 18 avril 2008, un incident dramatique s'est produit près du quartier résidentiel de Montebello à Culiacán, juste devant le ministère de la Santé. Torres Acosta, le fils d'LM1 âgé de 20 ans, s'est retrouvé dans une situation désespérée lorsqu'un groupe de sicarios, travaillant pour le cartel Beltrán Leiva, a lancé une attaque surprise. Torres n'était pas seul. Il était accompagné de sa sœur de 4 ans, Alondra, et de la belle-sœur d'LM1, Rivas Heredia. Les sicarios ont tenté de kidnapper Torres Acosta, mais celui-ci a résisté, ce qui les a poussés à ouvrir le feu et à le tuer sur le coup. Les coups de feu ont atteint la fillette de 4 ans au bras et à l'épaule droite, tandis que la belle-sœur d'LM1 a été touchée à la jambe gauche. Après le meurtre de Torres Acosta, la police a trouvé le véhicule de fuite utilisé par les sicarios et c'est à l'intérieur de ce véhicule qu'LM1 a perdu la raison. Au nom de votre ami et de ses neveux de Los Zetas, pour que vous compreniez, Manuel Torres. Dans les jours qui ont suivi la mort tragique de son fils, LM1 a pris un tournant inquiétant. Il a ordonné à ses subordonnés de rassembler les membres du cartel de Beltrán Leiva et de Los Zetas, les soumettant à des tortures inimaginables dans son ranch. C'est au cours de cette période que la véritable ampleur de la psychose d'LM1 est apparue. Il a soumis chaque captif à des tourments brutaux avant de finir par les exécuter de sang-froid. L'une de ses victimes, le commandant de la police municipale, Roberto Carlos Balcera Villagrán, a subi un supplice effroyable. Son dos a été impitoyablement tranché à l'aide de couteaux, ses jambes sectionnées et il a été décapité alors qu'il était encore conscient, un acte effroyable qui défie l'entendement. Son corps sans vie, ainsi que 2 autres, a ensuite été jeté dans le coffre d'un véhicule, tandis que les sicarios d'LM1 ont dispersé les restes d'autres victimes dans tout Culiacán. Malgré le carnage initial, le cycle de la violence ne s'est pas arrêté avec la mort de quelques individus. En fait, à chaque acte de vengeance, l'instabilité émotionnelle d'LM1 s'est intensifiée.
En outre, la querelle entre les cartels de Beltrán Leiva et de Sinaloa est devenue incontrôlable, ce qui a entraîné de nouvelles effusions de sang. Les méthodes impitoyables d'Elema lui ont valu le surnom d'El Ondeado, signifiant sa descente dans la folie. Il a ôté la vie à plus de 30 sicarios du cartel Beltrán Leiva et a ordonné la mort de centaines d'autres. La ville de Culiacán est devenue un véritable cauchemar, avec ses rues maculées de sang et ses corps sans vie à chaque coin de rue. Le gouvernement mexicain a réagi en envoyant 2000 soldats en septembre 2008 pour réprimer la violence. Cette opération a toutefois joué un rôle essentiel dans la chute d'El M1. En septembre 2008, les autorités ont effectué une descente dans l'une des planques d'El M1, découvrant des armes à feu, des stupéfiants et un véhicule blindé. Mais surtout, elles ont découvert une photo montrant El M1 aux côtés de Misael Torres Urrea, également connu sous le nom de LM2. Misael Torres était le neveu de El M1 et le fils de Javier Torres Félix. Cette image incriminante a largement circulé dans les médias, exposant encore davantage El M1 à la justice. En 2011, il s'est retrouvé officiellement sur la liste noire du gouvernement américain en vertu de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Il n'y avait que deux façons de sortir de cette liste, l'emprisonnement ou la mort. Pas d'autre issue. À ce stade, on pourrait s'attendre à ce qu'El M1 adopte un profil bas, mais l'homme avait déjà succombé à un profond sentiment d'apathie. Il se fichait éperdument que le gouvernement américain s'en prenne à lui. Et peut-être, je dis peut-être, que son manque d'attention a conduit à sa mort. Le 13 octobre 2012, à Oso Viejo, Culiacán, Sinaloa, El M1 se trouvait dans un groupe de véhicules avec ses gardes du corps lorsque les forces fédérales mexicaines les ont arrêtés sur la route. Ils ont tenté de s'enfuir, mais ils ont été encerclés. Ce qu'El M1 et ses hommes ne savaient pas, c'est que les militaires mexicains avaient découvert l'endroit exact où ils se cachaient quelques jours auparavant. Ils avaient posté des soldats tout autour pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'issue. Au milieu de tout cela, El M1 est sorti de son véhicule et a essayé de courir dans les collines, mais il n'est pas allé bien loin. Il a été abattu avant d'y parvenir. En souvenir et en l'honneur de son fils pour lequel il avait déclenché toute cette violence, El M1 a été enterré dans un cimetière situé à l'extérieur de Culiacán où repose également son fils Anastasio. Numéro 4. Gary Plauche. 16 mars 1984, Gary Plauche a abattu l'homme qui avait kidnappé, a touché et molesté son fils de 11 ans, Jody. Né le 10 novembre 1945, Gary Plauche est originaire de Baton Rouge en Louisiane, était séparé de sa femme, June, au moment de la fusillade. Entre 1983 et 1984, son fils Jody, âgé de 11 ans, prenait des cours de karaté avec un instructeur de 25 ans, Jeffrey Doucet. Mais ce que Gary ne savait pas, c'est que cet homme diabolique, Jeffrey, abusait sexuellement de son fils depuis au moins 1 an. Le garçon comprenait que quelque chose n'allait pas bien, alors il trouvait toujours des excuses pour manquer ses cours de karaté. Cependant, comme n'importe quel parent, il pensait que Jody était juste paresseux et continuait à le forcer à aller à ce cours, jusqu'à ce que l'entraîneur de Jody fasse la chose la plus folle qu'un pédophile puisse jamais faire. Le 14 février 1984, Jeffrey Doucet enlève Jody de son cours de karaté, l'emmène en bus de Port Arthur, Texas à destination de Los Angeles et le loge dans un motel d'Anaheim en Californie où il l'agresse sexuellement et le moleste. Jody est parti pendant 10 bons jours et d'une manière ou d'une autre, il est devenu l'objet de recherche dans tout le pays. Jeffrey a tout de suite su qu'il était allé trop loin et a permis à Jody de parler à sa mère et de lui faire savoir qu'il était toujours en vie. Heureusement, c'est tout ce dont les policiers ont eu besoin pour localiser l'antenne relais, d'où provenait l'appel et l'emplacement du motel. Moins d'une semaine plus tard, la police californienne a fait une descente dans le motel et a arrêté Doucet, qui a immédiatement ramené Jody chez ses parents. Mais ce n'était que le début d'une autre histoire. Les médias se sont déchaînés, affirmant que Jody avait été molesté et agressé à l'aide d'un manche à balai. Cela a irrité Gary au point qu'il a décidé d'attendre l'extradition de Jeffrey vers la Louisiane. Le 16 mars 1984,
Doucet est ramené en Louisiane par avion pour y être jugé. Il est arrivé à l'aéroport métropolitain de Baton Rouge et a été conduit menotté par des officiers de police à travers l'aéroport vers 21h30, où Gary l'attendait patiemment avec un revolver. Un employé de la chaîne locale ABC, WBRZ TV, avait dit à Gary quand Jeffrey arriverait à l'aéroport et avait installé des caméras pour filmer son arrivée. En face de l'équipe de journalistes se trouvait une rangée de cabines téléphoniques où Gary attendait en parlant à son meilleur ami au téléphone. Il portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil pour que personne ne le reconnaisse. Alors que Jeffrey est escorté dans l'aéroport, il passe devant l'équipe de journalistes qui filme la scène, puis devant Gary Plochet qui sort son arme de poing et tire sur le côté droit de la tête de Jeffrey à bout portant. Jeffrey est immédiatement tombé sur le sol, saignant d'une blessure près de l'oreille droite. Gary a alors posé le combiné téléphonique avant qu'un officier de police ne l'immobilise et ne lui retire l'arme des mains pendant que l'autre s'occupait de Jeffrey. Les officiers qui ont saisi Gary l'ont reconnu et étaient déçus qu'il ait laissé sa colère prendre le dessus. L'incident a été filmé par ENG tandis que Jeffrey est décédé des suites du coup de feu le jour suivant. Quant à Gary, il a été condamné à une peine de 7 ans avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve et 300 heures de travaux d'intérêt général qu'il a effectué en 1989. Malheureusement, il est décédé en 2014 à la suite d'un accident vasculaire cérébral, 3 semaines après son 69e anniversaire. À ce jour, certaines personnes disent qu'il aurait dû être accusé de meurtre, d'autres disent qu'il l'était dans son droit parce que des hommes comme Jeffrey ne méritent rien de mieux que la mort. Numéro 3. Miriam Rodriguez. Avant de commencer, je veux juste vous dire que ceci pourrait être l'une des histoires les plus embarrassantes que vous entendrez aujourd'hui. Le 24 janvier 2014, une femme du nom de Miriam Rodriguez a reçu un appel lui demandant $2000 pour libérer sa fille de la captivité. Elle a payé la rançon mais n'a jamais revu sa fille. Animée par un mélange parfait de colère et de détermination, elle a capturé 10 membres du cartel cherchant à se faire justice elle-même. Tout a commencé lorsqu'un groupe est sorti du bâtiment et est monté dans un camion Lobo aux vitres teintées. Certains d'entre eux portaient des fusils AK-47, d'autres des armes de poing. Ils se dirigent vers Tamaulipas, au Mexique, où ils rencontrent une jeune fille sur leur chemin. Celle-ci se retourne, effrayée, mais 2 de ces hommes l'attrapent avant qu'elle ne puisse s'enfuir. En riant, ils immobilisent son corps et lui couvrent la bouche. Ils la soulèvent dans le camion, ferment les portes et repartent à toute allure. L'endroit est vide et cette situation passe inaperçue. C'est le quotidien du cartel des Zetas, une histoire parmi tant d'autres, mais la fin de cette histoire particulière vous laissera sans voix. 23 mars 2014 à San Fernando, Tamaulipas. Le téléphone de Miriam Rodriguez sonne, c'est un numéro inconnu. L'appel est bref, peut-être 2 minutes, mais le message est clair. Nous avons pris votre fille et nous voulons une rançon de $2000. Avant la fin de l'appel, quelqu'un à l'autre bout de la ligne appelle Sama, suivi du bip de la ligne téléphonique déconnectée. Myriam est prise de panique et commence immédiatement à appeler à l'aide, mais son cas n'est qu'un parmi des centaines de disparitions qui se produisent au Mexique. La seule alternative est de trouver l'argent pour assurer la survie de sa fille. En 2014, le cartel mexicain Los Zetas s'est engagé dans une bataille contre le cartel du Golfe, un autre groupe criminel avec lequel il avait précédemment entretenu des relations d'affaires. À cette époque, la municipalité de San Fernando a été victime de ce conflit. Des innocents ont été tués et les vols et les extorsions sont devenus monnaie courante, que ce soit pour financer la guerre, instiller la terreur dans la société ou même pour amuser ces groupes. Dans l'espoir de récupérer leur fille de 20 ans, Miriam Rodriguez et son mari ont rassemblé l'argent, suivi les instructions et l'ont laissé près du centre de santé de San Fernando. Le marché s'est conclu par la libération de la jeune femme dans le cimetière local. Cependant, des jours et des semaines sont passés et ils n'ont jamais revu leur fille. Après le paiement initial, Myriam a reçu plus d'appels téléphoniques. « Donnez-nous plus d'argent et nous vous assurons que nous libérons votre fille. »
Au fur et à mesure que le temps passait, Myriam commençait à perdre espoir, mais il est difficile de rester calme quand on ne sait pas si sa fille reviendra à la maison. Cependant, un jour, la résignation s'est installée dans son esprit. Un ami lui assure que sa fille, Karen, ne reviendra jamais et qu'elle est probablement déjà morte. Plus tard, la vérité éclatera au grand jour, confirmant que sa fille a bel et bien été tuée peu de temps après avoir été enlevée. Avec colère, tristesse et ressentiment, Myriam s'est jurée de faire justice de ses propres mains. Elle se lance dans un plan bien structuré pour retrouver les criminels impliqués et s'assurer de leur emprisonnement. Sa seule piste, la personne surnommée Sama. Elle surveille méticuleusement le profil Facebook de sa fille et alors qu'elle navigue sur les pages désolées des réseaux sociaux de sa fille, une photo portant le nom de Sama attire son attention. En quelques secondes, elle a identifié l'homme sur la photo et l'a localisé dans un glacier de Ciudad Victoria, à 2 heures de San Fernando. La photo qui montrait une jeune femme portant l'uniforme du glacier, ce qui a donné à Myriam sa première piste. Les semaines se sont transformées en une routine de visite chez le glacier, Myriam notant méticuleusement l'emploi du temps de la jeune femme, dans l'espoir d'une rencontre fortuite avec Sama. Puis, coup de chance, le couple apparaît. Myriam les suit discrètement jusqu'à leur résidence privée, le cœur battant d'impatience. La police ne peut intervenir qu'avec des preuves concrètes, comme le vrai nom de Sama et ses activités criminelles. Myriam commence à se transformer, modifiant son apparence pour se fondre dans la masse. Elle se teint les cheveux en rouge, revêt un uniforme du ministère de la Santé et porte une carte d'identité susceptible d'être examinée. Elle a commencé à mener des enquêtes sur le logement pour recueillir les informations sur Sama. Armée de photos, de données, d'adresses et de numéros de téléphone, elle a cherché à obtenir de l'aide auprès de diverses autorités, se heurtant à chaque fois à un refus. Toutefois, un agent a fait preuve d'empathie et a décidé de l'aider. Après des efforts considérables, un mandat d'arrêt a été délivré mais Sama avait déjà disparu. Ne se laissant pas décourager, Myriam a continué à utiliser ses ressources limitées pour poursuivre sa quête. Enfin, elle a eu la chance de rencontrer cet homme mystérieux. Le jour de l'indépendance du Mexique, l'entreprise familiale de vêtements de Myriam à Ciudad Victoria a reçu un visiteur inattendu. Luis, le fils de Myriam, a repéré un visage familier en train de parcourir leurs marchandises, Sama, et ils ont rapidement contacté la police, ce qui a permis de l'appréhender. Cette avancée dans l'enquête de Myriam s'est produite lors de l'interrogatoire de la police lorsque Sama a révélé les noms et les lieux où se trouvaient d'autres personnes impliquées dans le destin tragique de Karen. La quête inlassable de Myriam se poursuit, elle a poursuivi ses enquêtes, capturant 10 des assassins de sa fille qui avaient rompu les liens avec le cartel et tenté de reconstruire leur vie. Mais elle a persisté, déterminée à ce que justice soit faite. En 2017, Myriam, aujourd'hui âgée de 55 ans, s'est lancée dans une nouvelle mission. Déguisée, elle a trouvé un ancien membre du cartel qui vendait des fleurs. Elle a confronté l'homme et l'a forcé à s'arrêter. La poursuite acharnée de Myriam a permis de capturer plus de la moitié des personnes impliquées dans le meurtre de sa fille, faisant d'elle une icône à San Fernando et au-delà. Cependant, le jeu dangereux auquel elle s'est livrée l'a rattrapée. Craignant des représailles du cartel, elle s'est vue attribuer des gardes du corps par le gouvernement. Tragiquement, le jour de la fête des mères, elle a été mortellement abattue devant son domicile. Maintenant, asseyez-vous et réfléchissez à l'histoire de cette femme. Ses efforts ont fait d'elle un symbole pour les militants, mais sa famille a payé un prix tragique. Sa quête de justice s'est déroulée dans un contexte de multiplication des disparitions au Mexique. Mais ce que nous savons, c'est que son héritage perdure et que son histoire nous rappellera avec force les défis que pose la lutte contre les cartels criminels au Mexique. Numéro 2. Eduardo Gallo. Tout comme l'histoire de Myriam Rodriguez, ce père a été scandalisé après qu'un sicario d'un cartel mexicain a enlevé et tué sa fille malgré le paiement de la rançon demandée. Mais contrairement à Myriam, Gallo est allé plus loin pour appréhender le tueur. En juillet 2000, Paola Gallo, une jeune femme de 25 ans, se détendait avec ses amis dans la maison de week-end de ses parents. Les agresseurs ont sauté la clôture, sont entrés dans la maison et ont terrorisé le groupe pendant 2 heures, volant des bijoux et des vêtements. Ils ont ensuite enlevé Paola, ainsi que 2 voitures de la maison, et sont partis en trombe. Les kidnappeurs sont venus dans cette région parce qu'il s'agit d'une destination privilégiée pour les riches et les fortunés du Mexique. Au cours de cette période, environ 7 autres enlèvements ont eu lieu, mais personne n'a été arrêté. Quelques jours plus tard, Eduardo reçoit un appel téléphonique exigeant la somme insensée de $18 500, soit l'équivalent de 3 millions de pesos mexicains.
C'est scandaleux, mais comme je l'ai dit, ces ravisseurs savaient que la famille Gallo était probablement aisée et ils n'ont donc pas hésité à leur soutirer quelques millions supplémentaires. Monsieur Gallo s'est empressé de payer la rançon, mais comme vous l'avez deviné, il n'y a pas eu de nouvelles des ravisseurs et n'a pas revu sa fille. Une semaine plus tard, 3 suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire et le corps de sa fille a été retrouvé à proximité de l'endroit où la rançon avait été déposée. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'une grande partie de la rançon a été retrouvée intacte à côté de son corps. Elle a été tuée de 2 balles, dans le cou et dans le dos. Après qu'Eduardo a signalé l'affaire à la police, 3 suspects ont été arrêtés mais aucun d'entre eux n'était le meurtrier. Et pour une raison ou une autre, la police a refusé d'enquêter sur l'affaire. Eduardo a remarqué la réticence des policiers après qu'une des voitures volées dans sa propriété a été retrouvée et que la police a refusé d'effectuer des tests médico-légaux sur celle-ci. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il pleuvait ce jour-là et que les preuves de la voiture auraient été compromises. N'est-ce pas là l'excuse la plus stupide que vous ayez jamais entendue? Et bien que cela semble absurde, c'est loin d'être la pire chose à laquelle Eduardo ait dû faire face. Après la découverte du corps de sa fille, les vêtements qu'elle portait ont soudainement disparu et les policiers ont menti en affirmant qu'il n'y avait pas de trace d'empreinte digitale dans la maison où elle l'avait été enlevée. Eduardo comprend alors qu'il y a anguille sous roche et qu'il n'y a aucune chance que les assassins de sa fille soient retrouvés s'il ne prend pas les choses en main. Il a donc mis fin à son activité de consultant et s'est mis à jouer les détectives amateurs. Il a essayé de collaborer avec la police, mais pour cette dernière, l'affaire de sa fille était résolue. Eduardo a décidé de contourner les règles en utilisant ses relations. Il a pu obtenir des données classifiées sur les journaux d'appel, la localisation et les coordonnées des 3 hommes arrêtés pour le meurtre de sa fille. Et bam! Il avait une piste. Il a trouvé le numéro d'une cabine téléphonique aléatoire dans la région qui essayait sans cesse de contacter l'un des suspects. Cette cabine a été localisée dans la ville appelée Tultitlan, dans l'état de Mexico. Lorsqu'Eduardo a présenté ses preuves, la police a été manifestement surprise et n'a eu d'autre choix que d'accepter ces informations. En triangulant l'emplacement de la cabine téléphonique, ils ont capturé un homme de 28 ans, Francisco Zamora Arellano, qui a fini par avouer le meurtre de Paola. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'il a fallu à Eduardo une année entière pour s'attaquer à l'affaire du meurtre. Cette même affaire avait été classée par la police mexicaine. Dans une interview qu'il a donnée après avoir résolu l'affaire, il a déclaré « Quel dommage que ce soit moi !» un néophyte en matière d'enquête criminelle qui doivent mener l'enquête et que le bureau du procureur général de l'État de Morelos se soit contenté d'évaluer et de vérifier le bien fondé de mes découvertes. Numéro 1. Barry Laprelle Gilton et Lupe Mercado. Que feriez-vous si vous voyiez votre propre fille se faire enlever par un homme malveillant et que personne ne peut vous aider à la retrouver? Vous allez voir la police, vous allez voir les services sociaux et personne ne fait quoi que ce soit. Le pire, c'est que vous savez où vit son ravisseur et vous apprenez qu'elle fait l'objet d'un trafic à des fins d'exploitation sexuelle. Je vous laisse décider de ce que vous ferez à ce soi-disant ravisseur. Et c'est exactement la situation dans laquelle Barry et Lupe se sont retrouvés après l'enlèvement de leur fille en 2012. Barry et Lupe ont commencé à se fréquenter au lycée et sont restés ensemble pendant quelques années. Ils ne se sont jamais officiellement mariés, mais ils ont eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Le nom de la fille a été gardé secret pour protéger son identité, mais la famille vivait à San Francisco, en Californie. Vers l'âge de 17 ans, Barry et Lupe ont remarqué des changements étranges dans le comportement de leur fille. Tout d'abord, elle a commencé à sortir tard, puis elle rentrait chez elle et s'enfermait à l'intérieur. Cela a obligé ses parents à rentrer dans son intimité, où ils ont vu ce que j'appelle le cauchemar de tous les parents. En se connectant à son ordinateur, ils ont découvert qu'elle se vendait en ligne en tant qu'escorte par le biais de Twitter et d'annonces en ligne. Lorsque la jeune fille est rentrée chez elle ce soir-là, ses parents l'ont confrontée à ce qu'ils avaient vu et ont décidé de l'envoyer chez son oncle à Los Angeles. Cela n'a pas résolu le problème, au contraire. Lorsqu'elle est arrivée à Los Angeles, elle a rencontré un proxénète de 22 ans, Calvin Sneed. Sneed a alors manipulé la jeune fille pour qu'elle devienne une call girl sur le bord de la route et lui prenait presque tout l'argent qu'elle gagnait. Son oncle a signalé à ses parents les manigances nocturnes de la jeune fille, ce que les parents ont à leur tour signalé à la police.
Mais la police n'était pas impatiente de s'occuper de l'affaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de preuves disponibles pour arrêter Sneed. Ils sont allés plus loin en signalant la jeune fille à plusieurs registres et services de recherche d'enfants disparus et exploités, mais là encore, en vain. À ce stade, Sneed était devenu son proxénète et ils avaient beau essayer de l'éloigner de lui, elle y retournait. Le 27 mai 2012, Barry et Lupe se sont postés le long de Vineland Avenue à North Hollywood, attendant que Sneed passe car c'était son itinéraire habituel lorsqu'il exploitait leur fille. Se sentant probablement comme les Bonnie and Clyde des temps modernes, ils se sont procuré une arme et ont décidé qu'ils allaient tuer Sneed. Mais en fin de compte, ces personnes n'étaient pas des criminels et lorsque Sneed s'est présenté sur les lieux, le père de la fille, Barry, a tiré des coups de feu à l'aide d'une arme de poing de 9 mm, mais il a manqué sa cible de peu. Sneed a été blessé, mais il ne savait pas que les parents de la jeune fille étaient à ses trousses. S'il l'avait su, il n'aurait pas commis la grave erreur suivante. Le 2 juin 2012, Sneed et la fille du couple sont retournés à San Francisco pour rendre visite à un membre malade de la famille de Sneed. Comme la maison de ses parents n'était pas loin, elle leur a rendu visite pour leur faire savoir qu'elle était dans les parages, mais qu'elle resterait avec Sneed et sa famille dans la région. C'était l'occasion rêvée de frapper à nouveau. Le couple s'est donc procuré une autre arme et a suivi leur fille jusqu'à l'appartement de Sneed. Une fois qu'ils ont saisi l'endroit où il se trouvait, ils sont revenus le 4 juillet pour l'assassiner. On se serait cru dans un film d'action. La mère attendait dans la rue, guettant le moment où Sneed quitterait l'appartement. Vers 1h57, elle a appelé Barry pour donner le signal et à 2h précises, Barry a conduit un SUV Mercedes-Benz gris et a impitoyablement abattu Sneed juste devant l'appartement. Dès que les coups de feu ont retenti et que leur fille a vu que Sneed était mort, elle a appelé les flics et le couple a été arrêté. Aujourd'hui, ils sont enfermés sous une caution de 2 millions de dollars et n'ont pas encore été condamnés. D'un autre côté, des amis proches du couple estiment que cette affaire n'a aucun sens. Ce sont les mêmes personnes qui ont été victimes et qui avaient même une affaire en cours avec la police, et pourtant, elles sont maintenant considérées comme suspectes d'un meurtre. Alors, peut-être qu'ils n'auraient pas dû se faire justice eux-mêmes, peut-être qu'ils auraient dû laisser partir leur fille, et peut-être, juste peut-être, que vous aimerez cette vidéo, que vous vous abonnerez à notre chaîne et que vous activerez les notifications publications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais comme je l'ai demandé au début, que feriez-vous si vous vous trouviez dans cette situation ?